En manchette, aujourd'hui, à Saint-Cuthbert, des résidents et leur municipalité exigent le respect de leur eau potable par Hydro-Québec. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 18 mars, Alain Bellemare au pupitre. On rappelle qu'hier, il n'y a pas eu de bulletin, c'est en raison de la panne de courant qui a touché évidemment une large partie du Québec, dont une large partie de la MRC de Dautré. Le manque d'électricité nous a obligés à ne pas tenir notre bulletin quotidien. On se reprend donc aujourd'hui, en ce 18 mars. À Saint-Cuthbert, dans la Naudière, des citoyens et des citoyennes ainsi que leur municipalité sonnent l'alarme face à un projet d'Hydro-Québec qui pourrait, selon eux, menacer l'eau potable de la communauté. En cause, l'installation possible d'un poste de sectionnement et de ligne à haute tension dans un secteur forestier habité situé dans le bassin versant de la rivière Chicot. Cette rivière alimente plus de 1700 personnes en eau potable. Le projet entraînerait le déboisement permanent d'une vaste superficie, ce qui pourrait augmenter le ruissellement de sédiments et de contaminants vers la rivière. Des inquiétudes sont aussi soulevées quant à l'utilisation de produits désherbants et à la présence éventuelle de transformateurs contenant de grandes quantités d'huile, et ce, en cas de fuite. Le maire de Saint-Cuthbert dénonce une incohérence entre les exigences environnementales imposées aux municipalités et ce projet d'Hydro-Québec. Déjà, une pétition a recueilli plusieurs centaines de signatures et la mobilisation citoyenne s'intensifie. Hydro-Québec doit prochainement décider si elle ira de l'avant avec ce tracé. D'ici là, les opposants promettent de poursuivre la lutte pour protéger leurs sources d'eau potable. Dans un premier temps, on écoute un citoyen mobilisé, Daniel Quiron. Bonjour. Pour vous mettre dans le contexte, Hydro-Québec a plusieurs grands projets en ce moment à travers la province de Québec, dont un dans l'axe du transport Vallée-Saint-Laurent, la vallée du Saint-Laurent. Sur le tracé d'Hydro-Québec, il y a une option pour installer un poste de transport et 4 lignes à haute tension sur le territoire de Saint-Cuthbert. Si je parle de 4 lignes à haute tension, c'est pour vous mentionner que ça représente 20 millions de pieds carrés de déboisement à long terme et à vie. Et ça représente 347 terrains de football. C'est quand même immense. Et ça, c'est dans un milieu forestier de Saint-Cuthbert. Et dans ce milieu forestier-là, il y a beaucoup de milieux humides qu'on est supposé de protéger, en fait. Et le plus important encore, c'est que ce projet-là se passe dans le bassin versant de la rivière Chicot, qui est la source d'eau potable de la municipalité, et que l'étude de vulnérabilité de la prise d'eau de Saint-Cuthbert est faite par le bassin versant de la zone Bayonne, qui montre clairement qu'un tel déboisement risque d'amener une pollution certaine de carbone, de phosphore et de sédiments directement dans la prise d'eau potable de Saint-Cuthbert. Et le poste qui s'installe, le poste prévu par Hydro-Québec, c'est 1 km par 1 km d'expropriation de citoyens, directement dans la zone de bassin versant, et c'est les affluents qui vont directement dans la rivière Chicot. Et sur ce tracé-là aussi, il y a 2 projets de captation carbone par des citoyens de Saint-Cuthbert avec des ingénieurs forestiers qui planifient pouvoir être capables de vendre des crédits carbone à des entreprises au Québec. Et un aménagement en fonction de la faune, de la flore de Saint-Cuthbert. Et là, dans ces 4 lignes-là, Hydro-Québec va entretenir ça pour que la végétation ne pousse pas. Ça fait que là, on peut parler de glyphosate utilisé pour désherber et éliminer toute végétation.
Et c'est une source directement de pollution pour l'ensemble des citoyens et citoyennes qui vivent dans le rang Saint-André-Sud-Ouest, où ce qui sont toutes sur des puits. Donc, leur eau potable aussi est menacée. Et le plus important encore, j'augmente tout le temps, mais Hydro-Québec a reconnu que dans un avenir plus ou moins rapproché, il allait installer un poste de transformation. Ça, un poste de transformation, ça représente des transformateurs contenant des hydrocarbures. Et on sait qu'au Québec, dans une zone intermédiaire d'une prise d'eau potable, il est illégal de faire une exploitation pétrolière. Mais Hydro-Québec va se permettre d'entreposer des milliers de litres d'hydrocarbures dans la zone intermédiaire de la prise d'eau potable de Saint-Cuthbert. Et en 2014, le poste Joly d'Hydro-Québec, il y a 20 000 litres d'hydrocarbures qui s'est répandu dans la nature. Et Hydro-Québec a reconnu que le risque zéro à Saint-Cuthbert n'existerait pas. Et les usines de traitement d'eau potable ne sont pas faites pour traiter les hydrocarbures. Puis c'est une source d'eau potable extérieure qui fait partie d'une rivière. Une rivière, il y a du courant, ça n'est pas un lac. On ne peut pas faire des barrières pour maintenir les hydrocarbures. Ça va rester accroché sur les rives, ça va accrocher le fond de la rivière et on va avoir ça pendant des décennies et on n'aura toujours pas d'eau potable pendant un grand bout de temps à Saint-Cuthbert si jamais un accident comme ça arrivait. Donc, c'est un épée de Damoclès au-dessus de la population de Saint-Cuthbert, le projet d'Hydro-Québec. On a mentionné à maintes reprises à Hydro-Québec qu'il était inadmissible que ce projet-là soit encore à l'étude. Et il est encore à l'étude. Et c'est le conseiller, M. Sylvain Toupin, qui a fait remarquer à Hydro-Québec qu'il s'installait dans une zone du bassin versant de la prise d'eau potable de Saint-Cuthbert. Ils nous ont reconnu qu'ils ne le savaient pas. C'est à se demander à quoi servent tous ces spécialistes-là à Hydro-Québec et ne pas prendre en considération l'eau potable d'une population. Et c'est ça. Je suis rendu là. Et on ne comprend toujours pas que ça soit encore à l'étude. Fait que je céderai la parole à M. le maire, Richard Bellumeur. Merci. Écoutons maintenant le maire de Saint-Cuthbert, Richard Bellumeur, nous donner la position de la municipalité dans ce dossier. Bien, de mon côté, je vais faire un petit peu la chronologie, j'espère pas trop lire, là. En juin 25, on a eu une rencontre avec Hydro du côté de Saint-Gabriel, paroisse, pour expliquer un peu le projet en tant que tel. Mais c'était vraiment global, c'est un projet. Est-ce que ça va passer là ou non? Il y a ça, nous, on était le projet A2. À l'époque, il y avait le projet A1, A2, A3. Il n'y a jamais eu de rencontre formelle avec les citoyens de Saint-Cuthbert, c'est à noter. Puis la prise d'eau potable que monsieur a manifesté, il n'y a jamais été question de ça du côté d'Hydro-Québec. C'est Sylvain Toupin qui a appris cette bonne nouvelle-là, on va dire ça comme ça. Donc, en septembre, on a eu, le Conseil a adopté une résolution unanime à l'encontre de ce projet-là, comme de raison, en opposition au projet A2 d'Hydro-Québec. En novembre, on a envoyé une lettre à la ministre des Affaires municipales. Ça a pris 1 mois et demi avant d'avoir un accusé de réception, donc on peut vous dire qu'il n'y a pas eu de suite à ça. On a pris contact avec l'UPA pour les informer de ça aussi. Juste comme ça, bien, Saint-Cuthbert, c'est la municipalité la plus agricole de la Rive-Nord du Saint-Laurent. Donc, les risques pour l'agriculture sont énormes si notre rivière venait à être polluée. Notre députée caquiste locale, Caroline Proulx, a été mise au courant des démarches. On n'a pas eu beaucoup de signes de vie non plus de ce côté-là. La ministre Pascale Derry, responsable de la Naudière, on va dire comme ça, pas de son, pas d'image. Où on a eu un suivi, c'est quand j'ai contacté la FQM, Fédération québécoise des municipalités, où on nous a mis en contact quasiment immédiatement avec des dirigeants de l'Hydro. Mais ces dirigeants-là, c'était pour nous annoncer qu'une date suivrait sous peu. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'informations non plus là-dessus. Suite à ça, il y avait déjà un regroupement qui s'était installé. Il y avait
une pétition qui s'est installée un petit peu, mais c'était pas de façon officielle, c'était de façon officieuse. Donc, pendant tout ce temps-là, on a informé notre population, on a envoyé des communiqués, voir où est-ce qu'on était, surtout ce qu'on savait à cette époque-là. On a installé des panneaux à l'entrée du village, je ne sais pas si vous les avez vus, mais on a installé des panneaux pour indiquer à notre monde d'aller vérifier avec un code QR, avec les informations, les invitant à aller signer la pétition. On est entré, je l'ai mentionné tantôt, là, en contact avec le CA de la FQM. Ils ont été quand même assez facilitants. C'est eux autres qui nous ont aidés le plus parce que on voulait les contacter parce qu'au Québec, il y a sûrement d'autres municipalités qui vivent des situations un peu semblables, des petites municipalités comme nous, qu'on se sent un peu démunis, qu'on cherchait un peu des alliés pour dénoncer la situation. Puis la FQM est là pour nous, de leur dire aussi, ils travaillent pour nous, c'est nous autres qui les payons, là. On voulait voir s'il y avait d'autres municipalités au Québec qui subissaient les mêmes inconvénients. À ce jour, on est pas mal les seuls à subir ce genre d'inconvénients-là, mais on voulait au moins les allumer à la situation pour qu'ils soient au courant que si ça arrive ailleurs, il y a un Saint-Cuthbert qui peut peut-être avoir de l'eau contaminée, puis je vais poursuivre là-dessus tantôt. La pétition qu'on a mis à jour, on l'a un peu plus structurée. À ce jour, on a plus de 700 signatures. Donc, merci à la population d'avoir contribué. Notre population, quand même, est quand même mobilisée, oui. Puis 700 signatures en peu de temps, quand même. Et puis, sur 1900 de population, c'est quand même, en tout cas, à mes yeux, c'est beaucoup. Donc, on est content de notre population qui soit mobilisée dans ce sens-là aussi. Le message qu'on souhaite envoyer, c'est simple, le scénario, moi j'aime pas le mot scénario, c'est l'option A2, parce qu'il y a d'autres options. Pour nous, c'est inadmissible, c'est du côté de l'acceptabilité sociale, ça ne passera jamais. Parce que là, je vais le dire un peu comme ça, c'est quand on pose la question à un informé de l'hydro, si il installe un poste de transformation à la source d'eau potable de la municipalité, puis il y a un déversement. Je suis à peu près sûr qu'ils vont tout faire leur possible pour que jamais ça arrive. J'en suis persuadé. Mais si ça l'arrive, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y avait pas de réponse. J'ai posé la question. Si ça l'arrive, qu'est-ce qu'on fait? J'aurais pu poser la question 10 fois, 15 fois, il n'y avait pas de réponse. Parce qu'on n'a pas de plan B. Notre source d'eau potable, chez nous, c'est vital. Il y a 1700 personnes qui sont fournies par notre aqueduc. On a 7 fermes. Oui, 7 fermes. Presque 7 fermes laitières et autres. On a un commerce industrie majeur qui utilise beaucoup d'eau. Pour nous, c'est essentiel. C'est pas essentiel, c'est vital de maintenir notre rivière en santé. D'un autre côté, le gouvernement il exige qu'on fasse des efforts, nous autres, pour aider à préserver notre rivière. Notre côté, on voit au banc de riveraines, on incite à ne pas couper d'herbe sur le bord des cours d'eau, on sollicite nos agriculteurs à ensemencer le plus loin possible des fossés, mais du revers de la main, on peut implanter quelque chose dans notre source d'eau potable, puis ça, il n'y a pas de problème. Fait que c'est 2 pas 2 mesures de ce côté-là. Puis c'est important de mentionner aussi que c'est un précédent. Le jour que ce poste-là va s'installer à Saint-Cuthbert, il n'y aura plus aucune municipalité au Québec qui va être à l'abri d'Hydro-Québec, parce que le précédent va être créé d'installer un poste de transformation dans une source d'eau potable. Ça aussi, c'est important d'en prendre conscience. Et c'est pour ça que la Fédération québécoise de municipalités, elle a réagi promptement. C'est sûr que c'est comme Hydro-Québec, c'est un gouvernement dans un gouvernement, on dirait, tu sais. Il y a un omerta. Sauf qu'il n'y aura plus aucune municipalité qui va être à l'abri. C'est ça, c'est immense, là. C'est dans ce sens-là. Pas juste Saint-Cuthbert. C'est dans ce sens-là qu'on voulait alerter la FQM pour,
si on est les seuls, bien, prenez exemple sur nous, parce que si ça arrive ailleurs au Québec, là, on ne veut pas que ce soit bonnet courante, puis on change d'idée, puis dans un an, on fait telle chose à tel endroit, dans 2 ans, telle chose à tel endroit. On veut que ce soit réglementé, on veut que ce soit d'abord pensé, parce que ce que Sylvain Toupin a mentionné pour notre source d'eau potable, bien, je suis à peu près sûr que les grands penseurs et ingénieurs d'Hydro-Québec n'avaient pas vu ça. Fait qu'on lui a appris une chose. Moi, c'est du côté politique, on va dire le même. Moi, c'est l'impact sur la municipalité, c'est du côté citoyen. Je pense à tous ceux qui sont dans le Haut-Saint-Cuthbert. Quand on parle d'eau potable, c'est tout le Bas-Saint-Cuthbert qui est fourni par l'aqueduc. Eux autres vont subir. Mais le Haut-Saint-Cuthbert, on n'en parle pas autant. Il y en a qui vont subir le déboisement. Ça, c'est une chose aussi. Mais tous les produits chimiques qui vont être utilisés puis qui vont être surtout dégagés, qu'on parle de carbone et autres, là, qui vont être dégagés. Les personnes d'en haut qui habitent là, c'est toutes des puits. Là. Où est-ce que l'eau va s'en aller? Bien, probablement dans les puits aussi. Il va y avoir des drames humains parce que des personnes qui ont été qui ont acheté des terrains, qui se sont bâtis, et puis qui vont être probablement expropriés, déportés. Fait que là, bien, c'est des drames humains que vivent ces personnes-là. Le déboisement massif, Daniel il l'a souligné, lui il a mentionné terrain de football, mais moi c'est un code d'ordre de 160 mètres, là, 7 km. Ça me dépasse aussi de ce côté-là. Ensuite de ça, l'imposition des règles strictes pour la protection de l'eau potable, le gouvernement, en tant que municipalité, on a des réglementations à respecter. Je l'ai mentionné un petit peu tantôt, mais préservation des berges, éviter le désherbage le long, puis sensibiliser les agriculteurs. Justement, la municipalité songe à un projet pour sensibiliser justement les agriculteurs à ensemencer le plus loin possible des cours d'eau. Mais si on construit une affaire comme ça, c'est comme on travaille dans le vide. C'est comme la protection de l'environnement à travers la planète. Puis là, bien, il y a une grande guerre qui se passe à quelque part. Fait que là, qu'importe ce qu'on fait, là, c'est tout annulé, cette affaire-là. Donc, ce qui est à retenir, bien, c'est le drame humain, justement, le déboisement. Puis c'est sûr que le clou que nous, on tape, là, bien, c'est carrément notre rivière. C'est une question de survie pour nous. Parce que si ça l'arrive, je ne veux pas être plus dramatique qu'il faut, là, mais il faut être réaliste aussi. Probablement, ça n'arrivera pas. Mais si ça l'arrive, on n'a aucune porte de sortie. On n'a aucun plan B, on ne sait pas quoi faire avec la fourniture de l'eau pour nos citoyens. Donc, c'est à peu près le message que je voulais livrer. Donc, un projet, aux yeux de la municipalité, inacceptable. La conférence de presse dans son entier sera présentée sur les ondes de CTRB prochainement. À suivre. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
Puisqu'on n'a pas tenu de bulletin de nouvelles hier, voici les anniversaires d'hier, avec une journée de retard, puis celle d'aujourd'hui. 17 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas a souhaité bonne fête à Lucie Champagne, à Lisiane Brissette et à Daniel Chevalier. Aujourd'hui, 18 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Carole Sauvageau, à Lison Belle-Rose, à Luc Lacourcière et à Michel Puffal. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Dans la région de Lanaudière, la semaine lanaudoise de la déficience intellectuelle se déroule du 15 et ce jusqu'au 21 mars. Cette initiative vise à mettre en lumière la contribution des personnes vivant avec une déficience intellectuelle au sein de la communauté. Dans la Lanaudière, plus de 11 000 personnes vivent avec une déficience intellectuelle, soit entre 1 et 3 % de la population selon les estimations provinciales. Au total, 22 associations dans la région travaillent au quotidien pour améliorer les conditions de vie de ces personnes et soutenir leurs proches. Cette semaine de sensibilisation s'articule, autour du thème « Je suis ici », qui met de l'avant 3 valeurs, l'inclusion, la collaboration et l'inspiration. Les organisateurs souhaitent rappeler que chaque personne a sa place dans la société et que la rencontre avec les personnes vivant une déficience intellectuelle enrichit la communauté. Sur ce, passons à la pause. Au CHSLD par filière Ferland, le 4 mars dernier, à 85 ans, est décédée Mme Marcella Rousseau, épouse de Paul Rochelot. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille, Christine Rochelot, Alex, son petit-fils Émile, son petit-fils par alliance Adam, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Gaétane Beaulieu, feu Denis, Étienne Désy, feu Thérèse, Marielle Rousseau, Lise Rochelot, Michel, André Rochelot, Claudette, Monique Rochelot, Guy, Gisèle Rochelot, ses neveux, ses nièces de la famille Rousseau, Sylvain et Martin Désy, Yannick et Cédric Rousseau, Olivier et Caroline Rochette, ses neveux, nièces de la famille Rochelot, Marie-Claude, Annie, Patrice Boucher, Linda et Luc Rochelot, Mathieu Champagne et Dave Pilon, ainsi que la parenté élargie de nombreux amis, tant au Québec que dans l'Ouest canadien. La famille vous accueillera samedi 21 mars 13h au complexe funéraire Efterio de 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h30. Mme Rousseau sera inhumée en privé à une date ultérieure. En République dominicaine, le 15 février dernier, à 77 ans, est décédé M. Serge Laporte, époux de Pierrette Tucker, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Martin Laporte, Patrick Laporte, Guylaine Laporte, Simon Laporte, Sandra Mercier, ses petits-enfants, Olivier Laporte, Anne-Marie Larose, Antoine Laporte, Marie-Soleil Lassalle, Alexandre Laporte, William Laporte, Ariane Lambert, Guillaume Laporte, Roxane Laporte, Alex Bougie, Marie-Lou Laporte, Xavier Hainaut, Myriam Gignac et son fils Jacob, son frère, ses sœurs, ses beaux-frères, René Laporte, feu André Vincent, Diane Laporte Rouleau, Sylvie Laporte, André Beausoleil, ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux amis. La famille vous accueillera dimanche 22 mars, 10h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au centre d'hébergement Saint-Gabriel de Brandon, le 2 février dernier, à 86 ans, est décédée Mme Claire Plante,
fille de feu Denis Plante et de feu Agnès Sarrazin. Elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Feu Lionel, Hélène Noël, Marcel Yolande Boivin, feu Cécile, feu Gaétan Charon, feu Lucie, Michel Audy, Étienne, Lucille Richard, Rita, feu Serge Paradis, feu Clément, Jacques, feu Raymond Sylvestre, Jeanne, Alain Martel, ses grandes amies reines Véronneau et Lise Boudria, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à Mme Claire Plante. La famille recevra les condoléances le samedi 28 mars de 11h30 à 14h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Nous vous invitons à venir célébrer sa mémoire le même jour lors d'un service religieux en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, 780 rue Montcalm à Berthierville, à 14h30. Votre présence sera bien sûr un réconfort pour toute la famille en ces moments difficiles. On vous remercie pour ce soutien et votre amitié. Madame Claire Plante sera inhumée au cimetière de Saint-Justin à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera plutôt nuageux. Une température de -6, un temps ressenti de -10. Mercredi nuit, ce sera plutôt nuageux. Une température de -8, un temps ressenti de -13. Jeudi matin, ce sera quelques flocons. Une température de -6, un temps ressenti de -10. Moins de 1 cm de neige. Jeudi après-midi, ce sera quelques flocons, une température de 2, un temps ressenti de -2, moins de 1 cm de neige. Jeudi soir, ce sera de la faible neige, une température de 0, un temps ressenti de -4, environ 1 cm de neige. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -5, un temps ressenti de -9. Et voilà, c'était tout pour votre météo.